Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la suite du chapitre concernant le modèle britannique et son influence. Donc après avoir étudié dans un premier temps le renforcement progressif du Parlement britannique par rapport au pouvoir royal, cette séance aura pour but de se demander en quoi le modèle britannique va avoir une influence sur les philosophes des Lumières. Et donc pour commencer, on va faire un petit point de vocabulaire sur qui sont les Lumières. Donc les Lumières sont un mouvement culturel, philosophique, littéraire, scientifique et intellectuel qui émerge dans la seconde moitié du XVIIe siècle avec des philosophes tels que Spinoza, Locke ou encore Newton. Et ce mouvement va petit à petit se développer dans toute l'Europe, notamment en France, à partir du XVIIIe siècle, avec des hommes aussi connus que Voltaire, Rousseau ou encore Diderot. Par extension d'ailleurs, le XVIIIe siècle portera le nom de siècle des Lumières, comme pour montrer l'importance de ce mouvement philosophique. Donc les penseurs des Lumières avancent des idées nouvelles ou en réactualisent d'anciennes qui vont à l'encontre de la société d'ordre et des principes de la monarchie absolue. Par leur engagement contre les oppressions religieuses et politiques, les membres de ce mouvement se voyaient comme une élite avancée œuvrant pour un progrès du monde. Ils vont combattre notamment l'irrationnel, l'arbitraire, ils vont combattre l'obscurantisme, c'est-à-dire le fait d'être contre la diffusion de la culture, ils vont combattre la superstition des temps passés, et ils ne vont cesser de défendre l'usage de l'intelligence, et de l'esprit critique pour faire triompher les libertés. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que souvent on a tendance à dire que les Lumières c'est un mouvement uniquement philosophique, mais c'est un mouvement que l'on peut classer comme un mouvement littéraire, c'est un mouvement également qu'on peut classer comme un mouvement scientifique. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'année, on verra en quoi les Lumières vont avoir une influence sur le monde scientifique. Bref, tous veulent faire triompher la raison sur la foi et la croyance. Tous veulent faire triompher, notamment en tant que modèle politique et économique, la bourgeoisie sur la noblesse et le clergé. Et donc, on va revenir à notre sujet, ces intellectuels, qui sont parmi les plus influents de la période, vont être fascinés et inspirés par le modèle anglais. En effet, à la suite de la Glorieuse Révolution, l'Angleterre offre l'image d'un pays libre où le régime d'absolutisme et d'intolérance a été détruit. On a notamment des lois telles que la liberté de la presse, l'interdiction d'arrestation arbitraire des écrivains, ou encore les débats qui peuvent parfois être houleux au Parlement, qui vont interpeller les étrangers. D'ailleurs, il faut bien mettre en avant le fait que ce climat libéral va attirer. Par exemple, à la suite de la révocation de l'édit de Nantes en 1685, de nombreux protestants français, que l'on appelle les Huguenots, vont aller trouver refuge en Angleterre. Et d'ailleurs, leur importance va être capitale puisque ces derniers qui vont maîtriser notamment l'anglais, alors à l'époque l'anglais d'ailleurs est assez peu parlé sur le continent, ces protestants français vont traduire notamment les philosophes britanniques, ce qui va permettre leur découverte en Europe. Donc, parmi ces derniers, on peut notamment citer Thomas Hobbes, John Locke ou encore David Hume. Donc ces différents auteurs, notamment, vont se faire connaître par rapport au fait qu'ils vont réfléchir à l'équilibre des pouvoirs, encore au but des gouvernements, ou encore on peut parler sur le meilleur régime politique possible. Donc parmi ces philosophes, vous avez notamment les travaux d'Adam Smith qui vont avoir une influence cruciale sur l'essor du libéralisme. On peut également citer donc John Locke, je viens d'en parler, mais John Locke, lui, va mettre en avant le fait que le pouvoir politique doit avoir l'accord des gouvernés, parce qu'on ne peut pas se priver, on ne peut pas priver les hommes de la liberté qui est un état naturel de l'homme. Donc effectivement, le fait véritablement que l'on ne peut pas être dirigé sans consentement. Donc une remise en question complète de ce que c'est la monarchie absolue. Donc ça va être vraiment des sources d'inspiration très importantes.
Au niveau de la littérature, on va avoir également la diffusion des Lumières anglaises qui vont être représentées notamment par Daniel Defoe et son Robinson Crusoe en 1719. On peut parler également de Jonathan Swift et les Voyages de Gulliver en 1726. Bref, effectivement, une littérature qui va être extrêmement riche. Et donc, les idées de ces philosophes, de ces littéraires anglais, vont être relayés par les protestants, mais dans un second temps vont être également relayés par de nombreux intellectuels des Lumières, tels que Montesquieu, Voltaire, Rousseau, qui vont séjourner sur place, eux aussi attirés par ce modèle britannique. D'ailleurs, fort de leur observation, ces savants ne tardent pas à s'inspirer du modèle politique et sociétal anglais pour dénoncer les abus de la monarchie absolue française. Et ça va notamment être le cas de Voltaire, qui va publier les Lettres philosophiques en 1733 à la suite d'un séjour de 4 ans outre-Manche. Et donc cela va nous amener à la correction de l'exercice qu'il y a à faire pour aujourd'hui, qui était notamment constitué de ces deux documents, donc notamment le document numéro 3 et le document numéro 5. Donc déjà, pour commencer, la première question que je vous posais, c'était qui est Voltaire? Donc comme cela est indiqué dans la biographie de Voltaire, donc ce dernier, qui s'appelle également François-Marie Arouet, est né le 21 novembre 1694 à Paris et il est mort dans la même ville en 1778. Donc c'est un écrivain et philosophe français qui a très profondément marqué le XVIIIe siècle, notamment par l'ampleur de sa production littéraire ainsi que la variété de ses combats politiques. Donc c'est quelqu'un qui va se faire connaître notamment par rapport au fait qu'il est très fortement anticlérical. C'est quelqu'un qui va combattre notamment le fanatisme religieux et qui ne va pas hésiter à défendre une monarchie plus modérée et plus libérale que la monarchie absolue française. C'est quelqu'un également qui va mettre sa notoriété au service des victimes de l'intolérance religieuse ou de l'arbitraire. Notamment, l'une des affaires dans lesquelles il va le plus s'impliquer est l'affaire Calas, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard en cours. Son œuvre littéraire va être très riche et très variée. Notamment, on peut évoquer notamment la très forte production théâtrale qu'il va réaliser, ses longs poèmes épiques, ou encore ses œuvres historiques qui vont faire de lui l'un des écrivains les plus célèbres du XVIIIe siècle. Également, on peut évoquer ses contes philosophiques, dont le fameux Candide ou l'Optimiste, l'écriture de ses lettres philosophiques, ou encore le dictionnaire philosophique. Enfin, on peut évoquer le fait que Voltaire est quelqu'un qui a eu une correspondance très importante avec les intellectuels contemporains de son époque. D'ailleurs, on estime que le nombre de ses lettres est à peu près de 40 000. Donc deuxième question maintenant, quel est le but des lettres philosophiques? Donc ces lettres philosophiques, comme je l'ai noté, ce sont 25 lettres sujets variés qui vont avoir pour but justement d'aborder des thématiques qui vont être tout autant variées telles que la religion, la culture ou la politique. Et à l'intérieur de ces lettres, on peut voir qu'un véritable éloge de l'Angleterre va y être réalisé. Donc, autre question, excusez-moi. Donc maintenant, je vais vous demander dans chaque texte d'indiquer ce qui distinguait l'Angleterre de la France selon Voltaire et de montrer que la situation anglaise était toujours présentée comme supérieure. Donc dans le document, dans le texte A, il parlait notamment de Newton, un grand savant dont on reparlera un petit peu plus tard, et donc il met en avant le fait que des gens comme Newton, donc c'est-à-dire des savants ou encore les hommes utiles à la société, vont être honorés en Angleterre alors qu'en France, seuls les rois le sont. Et donc ce qui est assez intéressant dans son texte, notamment il fait une comparaison à Athènes, c'est le fait qu'il met en avant le fait que si on pousse les honneurs à ces hommes-là, ces grands hommes, ces grands savants, cela va être plutôt inspirant, et cela va être d'autant plus inspirant que le modèle français où simplement on va honorer les rois.
Donc dans le texte B, là, en fait, il met en avant le fait que en France, on honore toujours les nobles, et ces derniers ne doivent leur gloire qu'à leur naissance, alors que l'on méprise notamment les négociants. C'est le mot-clé en fait de ce texte, c'est le mot négociant. Donc tout simplement, il dit qu'en Angleterre, les négociants sont très fortement considérés puisqu'on estime qu'ils vont être responsables de l'enrichissement du pays. Et il compare à la France où justement les nobles, eux, n'apportent pas grand-chose justement à cette économie du pays. Dans le texte C, là, on évoque la bourse de Londres dans lequel on va avoir de multiples religions qui vont se succéder. Et donc, il met en avant le fait que la liberté de culte en Angleterre, en multipliant les religions, vont permettre d'éviter les guerres civiles. Là où, quand il n'y a qu'une seule religion, il y a un certain despotisme qui est à craindre. Donc là, clairement, c'est la politique absolutiste de la France qui va être visée. Donc dans le document, enfin dans le texte D, là, clairement, il met en avant le fait que le peuple partage le gouvernement. Et il met clairement en opposition ce peuple qui est en rapport avec le gouvernement et un monarque qui se veut complètement absolu, où toute opposition est interdite. Et enfin, dans le texte E, là, c'est ce qui est mis en avant, c'est la question des privilèges. En effet, il dit que, notamment, les nobles et les prêtres sont exemptés de certains impôts, alors que, tout simplement, il estime que le versement des impôts devrait être lié à l'importance des revenus et non à un ordre. Et donc il juge cela et il utilise le mot absurde dans ce document. Bon alors clairement ce qu'on peut mettre en avant c'est que le fait effectivement qu'il y a une véritable valorisation du modèle anglais dans ces lettres philosophiques. D'ailleurs il va les appeler également les lettres anglaises, mais par contre en fait il faut vraiment faire attention que le but de Voltaire c'est de grossir le trait anglais pour justement comparer avec le modèle français. Mais faites bien attention au fait que dans tout ce que je vous ai dit, il y a quand même certaines critiques que l'on peut faire, notamment quand on parle de la question des religions. La dernière fois, je vous disais que les minorités religieuses, notamment protestantes, certaines ont tellement eu peu de droits qu'elles ont dû quitter le territoire. Donc il faut quand même raison garder par rapport à ce texte-là. Ces lettres philosophiques, finalement, quelle va être la réaction du Parlement et du roi? Vous vous doutez bien que, compte tenu de la critique qui va être faite, ces lettres philosophiques vont être condamnées et on va les faire brûler. Le roi va même aller jusqu'à signer une lettre de cachet pour enfermer Voltaire. Donc clairement, il va y avoir une réelle défiance des nobles vis-à-vis de l'œuvre de Voltaire. Voltaire n'est pas le seul à avoir été inspiré du modèle anglais. D'autres philosophes aussi importants que lui vont s'inspirer du modèle anglais pour critiquer le modèle absolutiste. Donc beaucoup en fait vont proposer des modèles politiques variés sans pour autant importer le modèle britannique en France. Donc ça va être le cas notamment de Montesquieu dans De l'esprit des lois, qui va prôner la séparation des pouvoirs et suggérer d'établir en France une monarchie limitée par une assemblée d'aristocrates. Je pourrais éventuellement vous parler de Rousseau dans son Contrat social en 1762, où il va théoriser le fait que la souveraineté du peuple doit prévaloir, et il va commencer à évoquer le mot de démocratie. Enfin, pour terminer, même s'il y a une forte inspiration, excusez-moi, des philosophes des Lumières par rapport au modèle anglais, on peut mettre également que certains intellectuels de l'époque ne vont pas hésiter à critiquer les défauts des Anglais, à l'image de quelqu'un comme Condorcet, qui dénonce l'imparfaite représentation du peuple, ainsi que la corruption électorale, que je vous avais déjà évoquée dans la partie précédente. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, et je vous dis à la prochaine.